les canopes dans lesquelles se trouvaient les viscères du pharaon. Les 4 déesses qui protègent le pharaon. Un char de combat. Et voici le fameux sarcophage de Toutankhamon. Le regard est immédiatement attiré par le centre de la pièce, où se trouve le fameux masque en or incrusté de lapis-lazuli, célèbre dans le monde entier. Il recouvrait la tête de la momie royale lors de l'ouverture du tombeau. La momie elle-même était couchée dans un cercueil en or massif de 225 kilos, contenant les 2 autres cercueils anthropoïdes. Nous apercevons de nombreuses statuettes, les Utchebis. Elles étaient censées accomplir à la place du défunt les tâches obligatoires dans les champs divins de l'au-delà. C'est d'une véracité extraordinaire. Et voilà, nous voici sortis du musée égyptien. Encore tout émerveillé par ce que nous venons de voir. Il ne faut pas oublier que la ville du Caire est une mégapole de 20 millions d'habitants. Et cette ville vit 24 heures sur 24. Et entre autres une circulation folle dont l'intensité ne se dément jamais. Nous avons une vue sur l'Opéra du Caire où se joue actuellement Aïda, qui d'ailleurs a été créé au Caire. Un lever de soleil sur le Nil. Tout le monde n'est pas encore réveillé. Nous traversons le Caire. Et nous nous dirigeons vers Saqqara. En cours de route, nous traversons des constructions qui se sont élevées de façon anarchique, sans aucun permis de construire. Nous arrivons à Saqqara, où nous sommes accueillis, si je peux dire, à l'entrée de Saqqara par des enfants qui font un geste significatif. Eh oui. Et nous voici aux portes du désert, aux portes de Saqqara. La cité du roi Djoser et de son architecte Imhotep,
qui a construit la fameuse pyramide à degrés. Mais avant, nous allons visiter le tombeau de la reine Tiye. Et voilà, notre caravane est en route. Certains ont une tenue sportive, d'autres un peu plus élégante. Quel joli tableau! Le chameau est à droite. Et nous voici à la porte du tombeau de la reine Tiye. Comme dans les cités, les mastabas des nobles se groupent autour des pyramides royales. Ces sortes de demeures tombales ont la forme d'un rectangle et les murs sont légèrement inclinés. La chambre funéraire renfermant le sarcophage de pierre se trouve au fond d'un puits vertical souterrain qui, après la cérémonie des funérailles, était comblé avec des pierres et la terre est murée à jamais. La mastaba de Tiye, nichée au fond d'une cuvette de sable, au nord de la tente, compte parmi ce qui se fait de plus beau dans l'art du bas-relief de l'Égypte ancienne. Les murs de la chapelle du culte présentent le cycle complet des travaux des champs, depuis les semailles jusqu'à la récolte. Des scènes d'activités artisanales, construction d'un bateau, atelier d'un sculpteur, d'un ébéniste, se succèdent du mur est au mur sud. C'est absolument extraordinaire. On a l'impression d'une bande dessinée qui nous relate avec une précision stupéfiante tous les faits et gestes de la vie quotidienne sous l'Égypte ancienne, 2500 ans avant notre ère. Quelques fentes dans le mur est au sud permettent de voir le cas de Tiye que nous voyons en ce moment. Nous descendons un peu plus profondément. Et voilà, nous retrouvons la lumière. Et maintenant, pourquoi pas un petit tour en chameau? Allez, allez, Monique, on y va, bien installé. Allez, bonne route. Confortable, on domine tout. Allez, tout le monde descend.
nous apercevons la pyramide à degrés. Et nous voici maintenant à Saqqara. Sur une longueur de 7 km s'étend le site immense de la nécropole de Saqqara, qui dès le début de la première dynastie servit de cimetière à la ville de Memphis tout au proche. Le rayonnement de cette nécropole était tel que les pèlerins y affluaient déjà au début de la 18e dynastie. Le tombeau royal occupe le centre de tout un complexe architectural fermé par un mur d'enceinte de 544 mètres sur 277 mètres. 14 portes sont encastrées dans la succession de redans de cette imposante muraille de calcaire, mais une seule s'ouvre sur le passage d'entrée, les autres n'étant que des simulations de portes. Une petite cour fermée par des simulacres de vantaux taillés dans la pierre conduit à la colonnade. La pyramide elle-même repose sur une base de 121 mètres sur 109 et s'élève en 6 gradins légèrement inclinés à une hauteur de 60 mètres. On commença par ériger au-dessus de la chambre funéraire souterraine un mastaba ne comportant qu'un seul degré. Puis celui-ci fut surmonté d'une pyramide à 4 degrés au cours d'agrandissements successifs. Le résultat de l'ultime modification est ce gigantesque édifice à 6 degrés, sorte d'échelle céleste en pierre que le pharaon devait gravir pour rejoindre l'univers des dieux. Et nous reprenons maintenant l'enfilade de colonnades et nous quittons le site de Saqqara. Nous traversons un village, c'est la sortie de l'école. Beaucoup de jeunes filles portent le foulard. Nous nous arrêtons pour déjeuner à une poulet partie. Nous voyons confectionner le pain à l'ancienne. Nous arrivons au Caire, toujours autant de circulation, et soudain nous apercevons la première pyramide de Gizeh. À l'ouest du Caire, là où le Sahara avance jusqu'à la vallée du Nil, s'étend le plateau de Gizeh, qui porte les monuments peut-être les plus célèbres de l'humanité. Les pyramides de Gizeh, édifiées par les pharaons Khéops,
Képhrène et Mykérinos au milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Déjà l'Antiquité rangeait les pyramides parmi les merveilles du monde. La perfection de leur forme et les techniques de construction de ces géants de pierre suscitent l'étonnement et l'admiration de tous. Un halo de merveilleux les entoure, entretenu par les innombrables histoires et hypothèses pleines de mystères qui courent à leur sujet de nos jours encore. Voici la pyramide de Mykérinos. C'est la plus petite des 3 pyramides. Les méthodes et les techniques utilisées pour la construction des pyramides comportent encore plus d'une énigme pour nos chercheurs. Comme les sources écrites provenant de l'Égypte ancienne ne contiennent aucune indication à ce sujet, on en est toujours réduit aux hypothèses, et elles sont nombreuses. On prenait les pierres pour la construction à proximité immédiate, tandis que le revêtement de calcaire blanc provenait de Toura, sur la rive orientale du Nil, ou même de presque toutes les carrières du pays en ce qui concerne la pyramide de Khéops. Là, nous apercevons les pyramides des reines de Mykérinos. À quelques pas, le désert. Les énormes blocs pesant entre 2 et 3 tonnes étaient transportés sur des traîneaux et des rouleaux, puis hissés sur des rampes. Nous apercevons au loin les faubourgs du Caire. Nous apercevons la barque funéraire. La voici. Et soudain, nous apercevons le Sphinx. On a longtemps supposé que cette monumentale figure de pierre, au corps de lion et à tête humaine, représentait le roi Képhrène. On pense plutôt aujourd'hui qu'elle gardait l'entrée d'un temple solaire qui se dressait jadis à l'angle est du site gigantesque de la pyramide de Khéops.
Entre les pattes intérieures de cette figure colossale de 57 mètres de long et de 20 mètres de haut, taillée dans les blocs alentours, une stèle raconte le songe de Thutmose IV. Ce pharaon de la 18e dynastie fait ici le récit d'un rêve qu'il aurait eu à l'ombre du Sphinx avant d'être roi. Le dieu soleil Amarkis, Horus dans l'horizon, dont le Sphinx était alors l'incarnation, lui avait promis qu'il accéderait au trône s'il libérait son image des sables qu'il ensevelissait peu à peu. Quelle grâce, quelle beauté, quel mystère. Quoi rêver de plus beau qu'un coucher de soleil sur les pyramides? Le soleil et les pyramides, c'est toute l'histoire de l'Égypte. Non, nous voici à Gizeh, où nous allons assister au spectacle son et lumière. Où se dresse à jamais le plus haut témoignage des hommes. Pas un voyageur débouchant sur cette esplanade, impérator, négociant ou poète, qui n'ait eu le cœur étreint. Et contre le sable et le vent. Et la voix du désert. À chaque aube nouvelle, je vois se lever le dieu soleil sur l'autre rive du Nil. Son premier rayon est pour mon visage tourné vers lui. Depuis 5000 ans, j'ai vu se lever tous les soleils dont les hommes aient gardé la mémoire. J'ai vu la première clarté de l'histoire de l'Égypte. Et je verrai demain s'embraser encore l'Orient pour un nouveau jour. Si fidèle, si vigilant, si près de lui, qu'il m'a comme prêté son visage. Un pharaon, et je suis aussi ce pharaon. Le peuple qui m'adorait m'a donné au cours des siècles beaucoup de noms. M'a appelé Sphinx, comme si j'étais de son pays. Et c'est ce nom qui m'est resté. Pharaon. Elle a sa devise aussi, qu'Éphrène est grand. Par souci de mesure, de 143 mètres 50. À la cime de son tombeau, brille encore ce revêtement de calcaire poli qui habillait les 4 faces de la pyramide et ajoutait la splendeur à la grandeur. Reine est venue jusqu'à nous, sculptée dans une diorite verte aux diagonales blanches, ramenée de ses expéditions à la conquête de la pierre. Trois pharaons règnent ici, Khéops, Képhrène, Mykérinos. Il importe peu que les sarcophages soient vides et les bandelettes dénouées. Khéops, Képhrène et Mykérinos règnent toujours ici, saints de la double courbe-pied. Sur ces petites pyramides où dorment les reines bien-aimées, sur les tombeaux de leurs ministres, sur toute leur hiérarchie couchée pour l'éternité. Chambellans, grands prêtres, scribes, bouffons, architectes, courtisanes, à son rang dans ces appartements mortuaires que l'on appelle des mastabas. Cléopâtre, Alexandre, César et Bonaparte.
Voilà donc à mes pieds, sur ce vaste chantier, à l'aube de l'humanité, des arpenteurs, des géants. Et tu seras roi. Tu reviendras bientôt. Si tu dors, tu te réveilleras. Si tu meurs, tu ressusciteras. Toi qui t'es élevé parmi les étoiles indestructibles, tu ne disparaîtras jamais. De grands yeux pensifs, un corps débile, et ses prêtres pour adorer un Dieu à lui. Font des âges, des voix éparses de jeunes filles, des voix de sages, des voix d'enfants, les voix de la vieille Égypte. Et ces voix vous ont semblé familières parce que vous en aviez déjà entendu l'écho à travers la Grèce et Rome, à travers le christianisme, à travers l'islam. L'esprit qui a conçu ces monuments, lui, est impérissable. Nous regagnons maintenant notre hôtel. Émerveillé de cette journée. Et voilà, nous descendons de l'avion. Nous sommes à Assouan. Nous sommes en Nubie, dans le sud de l'Égypte. Le royaume de l'ancienne Haute-Égypte. Pour beaucoup de ceux qui visitent l'Égypte, Assouan est la plus belle ville de toute la vallée du Nil. Nous apercevons le premier barrage érigé par la Grande-Bretagne. Nous sommes maintenant au sud-est d'Assouan, où se trouvent les fameuses carrières de granit qui ont fourni aux pharaons ce matériau si précieux pour les cuves, les statues, les sarcophages, les obélisques. La principale attraction de ces carrières de granit rose est l'obélisque inachevé, qui daterait du XVe siècle avant Jésus-Christ et du règne d'Hatchepsout. Ce gigantesque monolithe haut de 42 mètres pour une base de 4,20 mètres et un poids de 1168 tonnes aurait été de très loin, s'il avait été achevé, le plus grand obélisque de l'Égypte ancienne. Mais ce projet grandiose dut être abandonné, le granit s'étant fendu. La tentative de tailler un second obélisque plus petit dans le bloc du premier échoua aussi pour la même raison. On voit parfaitement la fente. Nous repassons au-dessus de l'ensemble.